Dans les entrailles d'un bunker berlinois ravagé par les flammes, les hommes les plus influents du Troisième Reich vécurent leurs dernières heures, sous le feu nourri de l'artillerie soviétique et la pression des forces occidentales à l'ouest. Ces dirigeants, qui avaient semé la terreur en Europe pendant plus d'une décennie, étaient confrontés à leur mort imminente. Certains tentèrent d'ailleurs désespérément d'échapper à la justice, d'autres restèrent inflexibles jusqu'au bout, et une poignée d'entre eux se firent des choix qui stupéfièrent même leurs plus fidèles confidents. Les événements de ces dernières 24 heures révèlent la véritable nature de ces hommes qui avaient exercé un pouvoir absolu sur d'innombrables vies. Ce récit relate comment les dirigeants nazis affrontèrent leur destin, non pas dans un combat honorable, comme ils l'avaient promis à leurs partisans, mais dans des bunkers, des cellules et au cours d'errances désespérées à travers les ruines de leur empire en décomposition. L'armée rouge se trouvait à seulement 500 mètres du bunker d'Hitler le 30 avril 1945. Dans la chambre située sous la chancellerie, l'homme qui avait jadis promis un empire millénaire se tenait désormais entouré de ses plus fidèles alliés, tandis que l'artillerie soviétique se rapprochait. Hitler, à l'approche de la fin, était devenu de plus en plus instable. Ses mains tremblaient et son comportement était altéré. Malgré la dégradation de son état, il persistait à croire au salut. Vers 14h30, Hitler se retira dans son bureau avec Eva Braun, qu'il avait épousée à la hâte quelques heures auparavant. Des témoins rapportèrent plus tard avoir entendu un coup de feu isolé résonner dans les couloirs du bunker. En entrant dans la pièce, le personnel découvrit que Hitler s'était infligé une blessure mortelle par balle à la tempe droite, tandis qu'Eva avalait une capsule de cyanure. Les événements qui suivirent furent étranges. Joseph Goebbels, chef de la propagande d'Hitler, contempla les corps sans vie et prophétisa sa propre mort, ainsi que la chute du Reich. Martin Bormann, son adjoint et principal conseiller, ordonna aussitôt la destruction des archives et organisa une fuite. Celui qui avait exercé une influence considérable sur Hitler pendant des années se trouvait confronté à une dure réalité. Son autorité était vaine. Le garde du corps et le chauffeur de Goebbels transportèrent le défunt au 4e étage, dans le jardin de la chancellerie, où ils l'aspergèrent d'essence avant d'y mettre le feu. Une fumée âcre s'éleva du bunker, tandis que l'artillerie soviétique pilonnait Berlin sans relâche. La mort d'Hitler marqua le début d'une journée qui allait assister à la désintégration de toute la hiérarchie nazie. Dans des cachettes et des abris souterrains à travers l'Allemagne, d'autres dirigeants faisèrent leur dernier choix. Joseph Goebbels était resté l'un des plus fidèles soutiens d'Hitler pendant plus de 20 ans. En tant que ministre de la propagande nazie, il a façonné un récit qui a persuadé d'innombrables Allemands de soutenir l'idéologie nazie. Dans le bunker de Berlin, il a dû prendre une décision qui allait marquer ses derniers instants. Contrairement à d'autres dirigeants nazis qui ont fui ou négocié, Goebbels est resté inébranlablement fidèle à l'idéologie nazie jusqu'à la fin. Il a transféré sa famille, notamment sa femme Magda et leurs 6 jeunes enfants, dans le complexe souterrain du bunker. Dans la nuit du 30 avril, peu après la mort d'Hitler, Goebbels a écrit sa dernière entrée de journal. On n'y trouve aucun remords pour la guerre, aucune tristesse pour les multitudes qui ont péri, ni aucune inquiétude pour l'avenir de l'Allemagne. Au contraire, il considérait comme un honneur de mourir aux côtés de son chef. Magda Goebbels a fait un choix qui allait troubler les historiens pendant des décennies. Dans un bunker, elle céda ses 6 enfants, âgés de 4 à 12 ans, puis leur administra à chacun une dose mortelle de cyanure alors qu'ils étaient inconscients dans leur lit. Les enfants, Helga, Hilda, Helmut, Holda, Eda et Heide, périrent sans se rendre compte des événements qui se déroulaient autour d'eux. Le 1er mai, Joseph et Magda Goebbels montèrent les escaliers menant au jardin de la chancellerie. Là, Magda avala une capsule de cyanure, tandis que Goebbels prit son arme de service pour mettre fin à ses jours. Leurs corps calcinés furent retrouvés le lendemain par des soldats soviétiques. L'homme qui avait assuré aux Allemands que la guerre totale mènerait à la victoire totale plongea au contraire sa propre famille dans l'anéantissement. Cependant, tandis que Goebbels choisissait de mourir fidèle à ses convictions, d'autres dirigeants nazis envisageaient déjà des fins radicalement différentes. Heinrich Himmler, le cerveau de l'Holocauste et chef SS, négociait secrètement la paix avec les alliés occidentaux depuis des mois. En avril 1945, il pensait pouvoir assumer la direction de l'Allemagne et négocier un traité de paix séparé, sauvant ainsi sa vie et son poste. Les dernières 24 heures d'Himmler commencèrent le 21 mai 1945, non pas dans un bunker ou sur un champ de bataille, mais à un point de contrôle britannique près de Bremerwürde. Déguisé en ancien soldat de la Wehrmacht du nom d'Heinrich Heisinger, il utilisa de faux papiers et un cache-œil pour modifier son apparence. Pendant 3 semaines, Himmler avait parcouru la zone occupée par les Britanniques avec un petit groupe de fidèles. Il utilisait de faux papiers d'identité et s'était même rasé sa moustache caractéristique.
L'homme qui avait jadis commandé des millions d'officiers SS dormait désormais dans des granges et des bâtiments abandonnés. Cependant, le déguisement d'Himmler n'était pas parfait. Les agents du renseignement britannique étaient entraînés à identifier les chefs nazis et quelque chose chez ce prisonnier appréhensif éveilla leurs soupçons. Après un examen plus approfondi, la connaissance qu'avait Himmler du protocole militaire semblait excessive pour un simple soldat. Le 23 mai après-midi, les autorités britanniques le conduisirent dans un centre d'interrogatoire. Alors que les questions s'intensifiaient, l'ancien Reichsführer SS commit une grave erreur. Il révéla sa véritable identité, espérant sans doute que des négociations de paix lui permettraient d'obtenir un traitement de faveur. Les autorités britanniques en furent stupéfaites. Elles venaient d'arrêter, sans le savoir, l'un des criminels de guerre les plus recherchés de l'histoire. Himmler fut immédiatement soumis à une fouille corporelle rigoureuse, au cours de laquelle les gardes découvrirent une petite fiole de verre dissimulée dans sa bouche. Tandis que les soldats britanniques s'efforçaient d'examiner la fiole de plus près, Himmler serra les dents avec force, brisant une capsule de cyanure. En quelques minutes, le cerveau derrière le massacre organisé de millions de personnes était mort, réduisant à néant les espoirs des Alliés de le traduire en justice. La mort d'Himmler symbolisait non seulement la fin d'une vie, mais aussi la lâcheté d'un régime qui avait semé la terreur en Europe tout en échappant à toute responsabilité pour ses atrocités. Alors même qu'Himmler rendait l'âme en détention britannique, d'autres dignitaires nazis luttaient encore pour survivre dans le chaos de l'Allemagne vaincue. Rudolf Hess, adjoint d'Hitler et successeur désigné, était détenu dans une prison britannique dès 1945, apparemment à l'écart de la chute finale du régime nazi. Pourtant, ces dernières 24 heures furent de parmi les plus singulières de l'histoire du nazisme. Durant ces 4 années de captivité, Hess oscilla entre des périodes d'instabilité mentale apparente et des moments de lucidité remarquables. Les psychiatres britanniques ne purent jamais déterminer si son comportement imprévisible était authentique ou une manœuvre calculée pour se soustraire à sa responsabilité dans ses crimes. Hess, âgé de 93 ans et dernier détenu de la prison de Spandau pendant plus de 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, a été retrouvé mort le 17 août 1987. Des gardiens allemands l'ont découvert pendu dans un petit abri de jardin, un câble électrique noué autour du cou et attaché à la gâche d'une fenêtre. Il avait apparemment confectionné le nœud coulant avec une rallonge électrique et s'était tenu debout sur une chaise pour commettre cet acte. Un mot a été trouvé à ses pieds, écrit quelques minutes avant ma mort. Malgré des décennies d'isolement, de nombreux problèmes de santé et des déclarations répétées d'incapacité, Hess a choisi de mettre fin à ses jours ce jour précis. Les autorités britanniques ont immédiatement ouvert une enquête sur les circonstances de sa mort, alimentant ainsi de nombreuses théories du complot. Des questions se sont posées quant à la possibilité que Hess, alors âgé, ait provoqué sa propre mort. Certains ont évoqué le contexte stratégique. Quelques semaines auparavant, il aurait pu être libéré dans le cadre de négociations diplomatiques en cours, lui qui avait été le bras droit d'Hitler dans la hiérarchie nazie. Cet homme était mort isolé dans la cour d'une petite prison, 42 ans après la chute du régime qu'il avait contribué à instaurer. Sa mort a marqué la fin du dernier lien direct avec le cercle restreint des dirigeants nazis. Cependant, le détail le plus troublant de la dernière journée de Hess n'était pas sa mort, mais le contenu de lettres découvertes plus tard. Malgré des décennies d'emprisonnement, il n'a manifesté aucun regret pour les atrocités commises par les nazis et est resté fidèle à la mémoire d'Hitler jusqu'à son dernier souffle. Martin Bormann, aide de camp d'Hitler, était sans doute le deuxième homme le plus puissant d'Allemagne nazie durant les dernières phases de la guerre. Au lieu d'opter pour une fin spectaculaire comme d'autres hauts dignitaires nazis, Bormann visait l'extraordinaire, une disparition totale qui maintiendrait le mystère sur son sort pendant des années. Le 1er mai 1945, dernier jour de sa vie, Bormann se trouvait dans le Führerbunker. Hitler était mort et l'armée rouge avançait. Contrairement à ses pairs, Bormann décida de ne pas se rendre mais de fuir Berlin. Rejoint par d'autres responsables nazis, il se lança dans une tentative désespérée de quitter le réseau de bunkers. Leur destination, le gouvernement provisoire de l'amiral Dönitz, dans le nord de l'Allemagne, où il comptait préserver un semblant de pouvoir nazi. Ce plan, fondé sur l'illusion, n'en était pas moins poursuivi par Bormann, avec sa détermination habituelle, naviguant dans les tunnels souterrains sous Berlin, à la lumière de lampes torches, pataugeant dans des passages inondés lors de leur tentative d'évasion. Au-dessus de la ville, les forces soviétiques régnaient en maître, le grondement de leur artillerie et les manœuvres de leurs chars résonnant dans les chambres secrètes. Bormann, en possession du testament politique d'Hitler et de documents qu'il jugeait essentiels à sa survie, faisait partie du groupe. Au pont de Weidendammer, ils furent accueillis par un feu nourri soviétique.
Des témoins rapportèrent qu'un char avait touché le véhicule de Bormann, mais dans la confusion et l'obscurité, aucune information définitive concernant le bras droit d'Hitler ne put être établie. Certains crurent l'avoir vu tomber, d'autres jurèrent qu'il avait disparu dans la nuit. Pendant des décennies, le sort de Bormann demeura l'une des énigmes les plus tenaces de la Seconde Guerre mondiale. Des agences du monde entier suivirent des rumeurs selon lesquelles il aurait fui en Amérique du Sud, vivant sous une fausse identité et aidant d'autres nazis en fuite. L'absence de preuves de sa mort alimenta une légende pendant plus de 30 ans. En 1972, des restes humains furent exhumés à Berlin et identifiés ultérieurement grâce à leurs dossiers dentaires comme étant ceux de Martin Bormann. Les ossements portèrent des traces d'éclats de verre compatibles avec une capsule de cyanure, indiquant que Bormann aurait pu périr lors de sa tentative d'évasion, peut-être en se suicidant face à une capture imminente. La tentative désespérée de Bormann de disparaître donna naissance à l'une des énigmes les plus tenaces du régime nazi, puisqu'il faillit disparaître des annales de l'histoire. Tandis que les dirigeants politiques affrontèrent leur fin dans des bunkers ou des cellules de prison, Bormann faillit échapper à l'histoire pour toujours. Avec l'effondrement du régime nazi, plusieurs hauts gradés militaires durent de faire leurs propres choix ultimes. Contrairement aux figures politiques qui avaient de façonner l'idéologie nazie, ces généraux furent confrontés à la dure réalité militaire d'une défaite totale et à leur participation à des crimes de guerre perpétrés à travers l'Europe occupée. Dans les heures précédant son incarcération par les forces alliées, le général Wilhelm Keitel, principal stratège militaire d'Hitler, rédigea de nombreux récits détaillant son service. Présent lors de décisions militaires cruciales sous Hitler, il avait également signé des ordres qui avaient entraîné la mort d'innombrables civils et prisonniers. Dans sa cellule, il tenta de justifier ses actes comme ceux d'un soldat dévoué, obéissant simplement aux ordres. Pourtant, il prétendait ignorer l'ampleur des crimes de guerre nazis, ce que contredisaient les preuves de son rôle actif dans l'organisation d'opérations illégales. Cependant, lorsqu'il apprit son transfert imminent à Nuremberg pour y être jugé, son masque d'honneur militaire s'effondra. Submergé par le regret, il fondit en larmes, reconnaissant que ses longs services rendus à Hitler ne lui avaient que pas valu la gloire, mais la disgrâce et une probable exécution. Au même moment, le général Alfred Jodl, un autre conseiller militaire clé d'Hitler, se retrouva dans une situation similaire, détenu par les Alliés. Jodl était responsable de la transformation des plans stratégiques d'Hitler en directives militaires exécutées sur différents fronts. Contrairement à Keitel, Jodl garda son calme lors des interrogatoires, affirmant avoir respecté les lois de la guerre établies. Néanmoins, des documents saisis par les Alliés démontrèrent inclure son rôle dans l'élaboration de stratégies visant les populations civiles et violant les conventions de Genève. Finalement, les deux généraux furent jugés à Nuremberg, où ils s'efforcèrent de se dissocier des atrocités du régime nazi tout en réaffirmant leur loyauté à ce qu'ils appelaient le service militaire. Leurs déclarations finales mirent en lumière le dilemme éthique d'hommes ayant passé des années au service d'une idéologie qu'ils prétendaient tant ne pas comprendre. La nuit que ces généraux passèrent dans leurs cellules à rédiger leurs explications et à préparer leurs arguments revêtait une signification qui dépassait le simple cadre de témoignages personnels. Elle symbolisait la disparition d'une éthique militaire qui, tout en se targuant d'honneur et de compétence, avait succombé au fanatisme politique. À l'aube, ces anciens commandants de la Wehrmacht se retrouvèrent confrontés à un avenir qui les priverait de leurs uniformes, de leurs titres et finalement de leur existence. Le docteur Joseph Mengele, tristement célèbre sous le nom de Ange de la mort pour ses expériences médicales abominables à Auschwitz, passa ses dernières 24 heures, non pas en 1945, mais bien plus tard en Amérique du Sud, où il avait échappé à la capture pendant plus de 30 ans. Le dernier jour de Mengele arriva le 7 février 1979 sur une plage de Bertioga, au Brésil. Ce fugitif de 67 ans, qui avait jadis exercé un pouvoir de vie et de mort sur des multitudes de captifs, était autrefois le docteur Mengele. Vivant sous une fausse identité, il bénéficiait du soutien de sympathisants nazis et échappait à la justice. Par un matin glacial de février, il s'aventura en mer malgré ses problèmes de santé qui le clouaient à terre. Des témoins ont raconté sa détresse dans l'eau, ses cris de détresse avant qu'il ne disparaisse sous les vagues. L'ironie de la fin de Mengele n'échappa pas à ceux qui connaissaient sa véritable identité. L'homme qui torturait des êtres humains pour des recherches sur l'endurance et la survie succomba aux forces mêmes qu'il cherchait à contrôler et à manipuler. Il rendit son dernier souffle en croyant avoir échappé à toute responsabilité pour ses atrocités. Contrairement à d'autres nazis de premier plan qui furent jugés ou se suicidèrent après la défaite, Mengele échappa à la justice en se refaisant une vie en Amérique du Sud grâce à de faux papiers et à un réseau de sympathisants.
Pendant des années avant sa mort, Mengele vécut confortablement, entretenu par sa famille et protégé par les autorités brésiliennes qui ignoraient sa véritable identité ou choisissaient de l'ignorer. Il entretenait même une correspondance secrète avec sa famille salamande, utilisant un langage codé pour évoquer sa situation. La découverte de la mort de Mengele en 1985, lorsque les enquêteurs retrouvèrent enfin sa tombe, mit au jour le vaste réseau qui avait protégé des fugitifs nazis pendant des décennies. Elle souligna également les failles des systèmes judiciaires internationaux dans la localisation et la poursuite des criminels de guerre ayant réussi à échapper à leur première arrestation. Le décès de Mengele de cause naturelle symbolisa l'une des plus grandes lacunes de la justice d'après-guerre. Bien que Mengele, le tortionnaire et meurtrier d'innombrables innocents, ait échappé à la justice en vivant en toute impunité, son histoire a mis en lumière les limites de la justice. Pendant ce temps, dans l'Allemagne tourmentée de l'après-guerre, Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères de Hitler et artisan de manœuvres diplomatiques en facilitant l'agression nazie, passa ses dernières 24 heures enfermé dans une cellule de Nuremberg, se préparant à son exécution. Le 15 octobre 1946 marqua la fin des procès de Nuremberg et le début des exécutions des hauts dignitaires nazis capturés vivants. Auparavant engagé dans la diplomatie auprès des dirigeants du monde et l'élaboration de la politique internationale, Ribbentrop était désormais confronté aux conséquences ultimes de ses choix. Le dernier jour de sa vie, Ribbentrop écrivit des lettres à ses proches, s'efforçant de justifier ses actes et d'exprimer son affection pour sa femme et ses enfants. Il affirmait être un diplomate, non un soldat, et soulignait que son rôle au sein du régime nazi était axé sur les affaires étrangères plutôt que sur la mise en œuvre de stratégies génocidaires. Pourtant, les preuves présentées lors de son procès démontrèrent sans équivoque sa connaissance et son implication dans des crimes de guerre. Il négocia des accords qui facilitèrent l'expulsion des Juifs des pays alliés et participa aux discussions où la solution finale fut élaborée. Au fil des heures, Ribbentrop consulta un pasteur protestant qui lui offrit un soutien spirituel. L'ancien ministre des Affaires étrangères se dit désemparé face à la façon dont son parcours diplomatique avait abouti à un dénouement aussi tragique, affirmant avoir toujours cru servir les intérêts de l'Allemagne plutôt que de se livrer à des activités illicites. Apuner 11 précise: le 16 octobre 1946, Joachim von Ribbentrop fut conduit à une potence improvisée dans le gymnase de la prison de Nuremberg. Ses dernières paroles auraient été un serment d'allégeance à l'Allemagne et un appel à la paix. Cette exécution expéditive mit fin à la vie de l'un des architectes de la politique étrangère nazie. L'exécution de Ribbentrop symbolisait bien plus que la simple fin d'une vie. Elle incarnait la détermination de la communauté internationale à punir les responsables de crimes contre l'humanité, créant un précédent qui allait façonner le droit international pendant des décennies. L'ancien ambassadeur, qui avait jadis sillonné les couloirs du pouvoir à Berlin, Rome et Tokyo, gisait désormais immobile dans un gymnase réaménagé, son immunité diplomatique définitivement anéantie par le verdict de l'histoire. Cependant, si certains dirigeants nazis furent traduits en justice, d'autres parvinrent à échapper à la justice, menant une existence clandestine dans divers pays. En 1962, Adolf Eichmann, qui avait orchestré la logistique de l'Holocauste, fut incarcéré dans une prison israélienne le 31 mai. Après la guerre, il parvint à échapper à la capture et à vivre incognito en Argentine sous le nom de Ricardo Clément, exerçant divers emplois tout en fondant une famille. En 1960, ce voile d'anonymat fut percé lorsque des agents du Mossad israélien le localisèrent et l'enlevèrent à un carrefour animé de Buenos Aires. Lors de son procès, à Jérusalem, Eichmann se présenta comme un employé subalterne qui se contentait d'obéir aux ordres. Il affirma ignorer le sort des Juifs qu'il avait aidés à déporter vers différents camps de concentration européens. Pourtant, les preuves accumulées contre Eichmann étaient irréfutables. Concernant son rôle dans l'organisation des déportations, sa participation aux discussions sur les politiques génocidaires et son implication active dans ce qu'il appelait la solution finale à la question juive, Eichmann a été interrogé. Le jour de sa mort, un pasteur protestant lui a rendu visite, lui offrant l'opportunité de se repentir. Comme le déclara plus tard le pasteur, Eichmann ne manifesta aucun regret et persista à affirmer qu'il avait obéi aux ordres de ses supérieurs. Dans ses dernières heures, Eichmann écrivit de nouvelles lettres à sa famille. Clamant son innocence jusqu'au bout, il prétendit être condamné à mort pour des actes qu'il n'avait pas commis et pour avoir obéi à des ordres légaux au regard du droit allemand de l'époque. À minuit pile, le 1er juin 1962, Eichmann fut conduit de sa cellule à la chambre d'exécution. Ses dernières paroles furent brèves et sans remords. Il déclara rejeter l'idée d'une vie après la mort, affirmant que si elle existait, le repentir serait inutile puisqu'il n'avait commis aucun crime passible de la peine capitale. Son exécution par pendaison fut rapidement suivie de sa crémation.
Ses cendres furent dispersées en eau internationale, empêchant ainsi l'érection d'un mémorial en l'honneur de l'architecte de la mort d'innombrables innocents par un génocide organisé. La disparition d'Eichmann marqua une étape poignante dans la traque des criminels de guerre nazis. Elle souligna le principe selon lequel les crimes contre l'humanité ne sont pas soumis à la prescription et que les auteurs de génocide peuvent être traduits en justice même longtemps après les faits. L'administrateur, qui avait jadis orchestré les horaires des trains transportant des millions de personnes vers une mort certaine, vit son propre destin s'achever dans la destruction, fruit de sa planification et de sa diligence impeccable. Dans leurs derniers instants, les dirigeants nazis ont fait preuve de lâcheté, d'illusion et de déni, un renversement ironique des images fortes qu'ils ont projetées durant leur règne. Ces hommes, qui ont semé la terreur à travers l'Europe et orchestré la mort de millions de personnes, ont affronté la mort sans dignité ni honneur. La diversité de leur destin souligne un régime qui a prospéré grâce à de grandes promesses, mais qui s'est désintégré dans des actes de désespoir et d'instinct de survie individuelle. Hitler, qui avait juré à ses partisans de se battre jusqu'à son dernier souffle, choisit le suicide dans un bunker en béton, tandis que sa ville brûlait au-dessus de lui. Goebbels, qui exhortait les Allemands à embrasser la guerre totale, démontra l'extrême de son fanatisme en assassinant sa propre famille plutôt que de supporter un monde sans l'idéologie nazie. Le contraste entre leur image publique et leur fin tragique était saisissant. Himmler, architecte de la SS, réputé pour son dévouement et sa bravoure, rendit son dernier souffle sous la garde des Britanniques après avoir vainement tenté de se dissimuler parmi les soldats. Ribbentrop, qui arpentait jadis les couloirs diplomatiques avec une assurance inébranlable, passa ses dernières heures à rédiger des appels désespérés à la clémence, révélant les derniers vestiges de son arrogance. Certains dirigeants nazis échappèrent à une justice expéditive, mais leurs derniers instants dévoilèrent des vérités d'autant plus crues. Les années de clandestinité de Mengele transformèrent le médecin jadis influent en un hors-la-loi paranoïaque. Toujours sur ses gardes et survivant, grâce à la bienveillance de ses compagnons nazis, sa mort sur une plage brésilienne ne fut pas une victoire, mais le fruit d'une longue déchéance pour un homme qui avait passé 3 décennies à fuir les conséquences de ses actes. La disparition mystérieuse de Bormann apparut un temps comme une brillante esquive, mais la découverte de sa dépouille à Berlin révéla que même les plus rusés dignitaires nazis ne pouvaient échapper au chaos qu'ils avaient semé. Sa tentative de sombrer dans l'oubli échoua, le laissant enseveli sous les décombres de la ville qu'il avait contribué à détruire. L'état mental de ses dirigeants, à l'article de la mort, était invariablement caractérisé par une incapacité à reconnaître leurs actes. Même confrontés à des preuves irréfutables de leurs méfaits, ils se réfugiaient dans des récits les présentant comme victimes de forces qui les dépassaient. Ce trait psychologique dépassait le simple déni individuel pour témoigner d'une insolvabilité morale généralisée qui avait défini le mouvement nazi dès ses origines. La réaction internationale à ces derniers instants varia considérablement selon les circonstances de la mort de chaque dirigeant. Les survivants des premières arrestations, tels que Mengele et Eichmann, sont initialement devenus des symboles de la nécessité d'une collaboration internationale continue pour traquer les criminels de guerre. Leur situation a ouvert la voie à la création d'organisations spécialisées dans la traque des nazis et au développement de systèmes juridiques internationaux capables de poursuivre les criminels par-delà les frontières et les délais. Les procès des dirigeants nazis appréhendés ont établi d'importants précédents en droit international. Les procès de Nuremberg ont introduit la notion juridique de crime contre l'humanité et ont démontré que des individus pouvaient être tenus responsables d'atrocités cautionnées par l'État, indépendamment de leurs fonctions officielles ou de leurs affirmations d'obéissance aux ordres. Ces procès ont influencé le développement des tribunaux pénaux internationaux contemporains et ont établi des principes qui sous-tendent encore aujourd'hui la poursuite des criminels de guerre. Les enregistrements de ces derniers instants ont rempli diverses fonctions, au-delà de la simple chronique, notamment la préservation de la mémoire. Pour les victimes de la persécution nazie, assister au procès de leurs oppresseurs constituait une forme d'apaisement, certes incomplet, car elles reconnaissaient qu'aucune punition ne pouvait pleinement réparer l'ampleur des atrocités commises par les nazis. Pour la communauté internationale, ces conclusions soulignaient à la fois la possibilité de demander des comptes aux puissants et la nécessité de rester vigilant face à la résurgence de tels mouvements. Les lieux où se sont déroulés ces procès ont depuis été intégrés au récit historique. Le bunker d'Hitler à Berlin fut délibérément détruit et recouvert pour éviter qu'il ne devienne un lieu de pèlerinage pour les sympathisants nazis. Le tribunal de Nuremberg, où furent jugés les principaux criminels de guerre, est préservé comme un symbole de la justice internationale. La prison de Spandau, où Rudolf Hess passa ses dernières années, fut démolie immédiatement après sa mort pour éviter qu'elle ne devienne un lieu de mémoire.
Le contraste saisissant entre les morts héroïques promises par les dirigeants nazis et leur fin humiliante a illustré avec force la duplicité fondamentale du régime. Ils avaient assuré à leurs partisans que le martyre pour la cause nazie leur garantirait la gloire éternelle, mais, le moment venu, ils ont préféré l'évasion, le déni ou leur propre survie au martyre qu'ils avaient tant prôné. La traque des criminels de guerre nazis s'est poursuivie des décennies après la guerre, les enquêteurs poursuivant les fugitifs jusqu'au XXIe siècle. Chaque arrestation et chaque procès ont souligné l'idée que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Cette poursuite acharnée a adressé un message clair aux futurs auteurs de génocide. Le temps ne leur offrirait aucun refuge face à la justice. Les derniers instants des dirigeants nazis ont également révélé l'existence de réseaux de soutien complexes qui ont permis à certains d'échapper à la capture et de se dissimuler pendant des décennies. Les moyens clandestins utilisés pour transporter des criminels de guerre en Amérique du Sud, les fausses identités fournies par des groupes humanitaires et l'aide financière apportée par leurs proches témoignent des liens indéfectibles forgés par l'idéologie nazie qui ont persisté même après la chute du régime. De nombreuses institutions internationales se sont appuyées sur ces récits de fin de vie pour sensibiliser aux conséquences des croyances extrémistes et à l'importance de la responsabilité morale individuelle. Les comptes rendus précis des derniers instants de ces dirigeants illustrent de façon tangible la rapidité avec laquelle le pouvoir absolu peut se désintégrer en une impuissance totale lorsqu'il repose sur la haine et la violence. Les analyses psychologiques contemporaines de ces dernières heures ont permis de mieux comprendre comment les auteurs d'atrocités de masse justifient leurs actes et préservent leur image d'eux-mêmes face à la mort. 1. Les recherches sur la psychologie des auteurs de ces actes et les stratégies de prévention de mouvements similaires ont été profondément marquées par le déni récurrent et la tendance à rejeter la faute sur autrui des dirigeants nazis. L'impact de ces événements tragiques dépasse le simple cadre de l'enseignement historique pour alimenter les débats contemporains sur la justice, la responsabilité et le rôle de la communauté internationale dans la prévention du génocide. 2. Les méthodes employées lors de la traque et du procès des criminels de guerre nazis ont établi d'importants précédents qui influencent encore aujourd'hui la manière dont les tribunaux internationaux traitent les crimes contre l'humanité. Par ailleurs, le contexte religieux de ces dernières heures s'est également révélé déterminant. Malgré leur prétention à défendre la civilisation chrétienne, la plupart des dirigeants nazis n'ont manifesté ni foi véritable ni remords lorsqu'on leur a proposé un accompagnement spirituel dans leurs derniers instants. Le rejet du réconfort religieux a révélé le vide spirituel qui sous-tendait toute leur entreprise, même lorsqu'ils invoquaient la morale conventionnelle. Les évaluations médicales et psychologiques pratiquées sur les dirigeants nazis détenus ont permis de mieux comprendre la psyché des auteurs de ces crimes. Ces analyses restent pertinentes pour la recherche dans ce domaine aujourd'hui. L'examen de leur état mental durant leur incarcération a révélé des traits récurrents tels que le narcissisme, le déni et le manque d'empathie envers les victimes, expliquant comment des individus ordinaires peuvent contribuer à un génocide. Les conséquences pour leurs familles constituent un autre héritage durable de leurs derniers instants. Pendant des décennies, les descendants et les proches des dirigeants nazis ont dû composer avec le poids de leur lignée et la conscience des transgressions de leurs ancêtres. Certains ont choisi de changer de nom de famille, tandis que d'autres ont consacré leur vie à sensibiliser le public aux dangers de l'extrémisme. La couverture médiatique internationale intensive de ces dernières étapes a considérablement sensibilisé le public à la réalité des atrocités nazies. La couverture exhaustive des procès et des exécutions a dissipé les idées fausses concernant le régime et a permis de rassembler des preuves irréfutables, essentielles pour contrer les futures négations de l'Holocauste. De plus, le destin tragique de divers dirigeants nazis a révélé les incohérences inhérentes à leur mouvement. Les fanatiques restés fidèles à leurs convictions jusqu'à leur mort, tels que Goebbels, ont mis en lumière le fanatisme qui sous-tendait leurs desseins destructeurs. Les vestiges de leurs dernières cachettes, démolies ou transformées en musées, mettent en garde les visiteurs contre les dangers des idéologies extrémistes. Les cellules qui abritaient autrefois les condamnés à mort sont aujourd'hui des symboles de la quête de justice, signifiant que nul, quel que soit son pouvoir, n'échappe à la responsabilité de ses actes. Même lorsque le jugement de l'histoire échappe à la justice légale, les lieux où les fugitifs ont trouvé refuge nous rappellent cette vérité. Les progrès technologiques mis en œuvre pour traquer les fugitifs nazis ont non seulement permis d'appréhender les criminels de guerre, mais ont également posé les fondements de la justice contemporaine. Les sciences forensiques, l'analyse documentaire et les méthodes de communication internationale développées lors de ces recherches demeurent des outils essentiels pour les forces de l'ordre du monde entier.
Les dilemmes philosophiques soulevés lors de ces derniers instants continuent de confronter aujourd'hui les chercheurs et les éthiciens, notamment l'argument selon lequel une justice différée n'est pas une justice du tout. L'équilibre entre clémence et responsabilité, ainsi que le rôle de l'absolution dans la reconstruction des sociétés, trouvent de leur origine dans les débats sur le traitement des dirigeants nazis. Les dépenses considérables engagées pour poursuivre les criminels de guerre nazis ont souligné l'engagement de la communauté internationale envers la justice, quel qu'en soit le coût. L'allocation de ressources aux enquêtes, au procès et à l'incarcération des dirigeants nazis a renforcé l'idée qu'aucun prix n'est excessif lorsqu'il s'agit de traquer les coupables d'atrocités contre l'humanité. En fin de compte, les dirigeants nazis vaincus, qui avaient promis un avenir radieux à leurs partisans, n'ont offert que destruction, perte et déshonneur. Leurs derniers instants ont dissipé le faste et la propagande qui les entouraient, révélant leur nature d'hommes ordinaires, ayant fait le choix extraordinaire d'embrasser le mal. Le contraste saisissant entre leurs déclarations grandiloquentes et leurs fins tragiques constitue l'une des critiques les plus convaincantes de l'entreprise nazie dans son ensemble. Les derniers instants de figures tristement célèbres nous rappellent, de manière intemporelle, comment les sociétés éclairées peuvent endiguer des mouvements similaires, garantir la responsabilité des auteurs de crimes contre l'humanité et faire respecter la justice. Ces récits constituent à la fois des témoignages historiques et des principes éthiques, soulignant qu'aucune puissance, ni aucune propagande ne saurait protéger ceux qui s'emparent du pouvoir par la souffrance d'autrui. L'importance de relater ces derniers instants dépasse le simple cadre de l'histoire et trouve un écho dans les luttes contemporaines contre l'autoritarisme et le génocide. Face aux nouveaux défis qui se posent à l'échelle mondiale, les enseignements tirés de la chute des dirigeants nazis demeurent essentiels aux efforts déployés dans le monde entier pour promouvoir la justice et les droits humains. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres documentaires historiques.